Comment décider de si vous lancez un nouveau projet? Quand on réussit, eh bien, on est très vite victime de notre succès. Et au départ, eh bien, les opportunités, ce sont de super occasions qu'on devrait saisir pour démarrer notre activité. Mais à partir du moment où vous commencez à avoir du succès et à être visible, eh bien, les opportunités, vous en avez beaucoup plus que vous ne pouvez vous permettre de mettre sur vos étagères. C'est pourquoi j'aimerais vous donner les 10 questions que je me pose à chaque fois que je réfléchis à lancer un nouveau projet et à l'ajouter à mes étagères. Parlons maintenant de ces 10 questions. La première question que je me pose quand on me soumet une nouvelle opportunité et que j'envisage de me lancer dans ce projet, c'est tout simplement 1. Est-ce que ce projet va accélérer l'atteinte de mon objectif à long terme? Donc, est-ce que ma vision à 25 ans, ce projet va m'aider à l'atteindre plus vite? Et très souvent, en me posant cette première question tout de suite, eh bien, ça me permet de déterminer que la plupart des opportunités qui se présentent, non seulement ne m'aident pas à accélérer l'atteinte de ma vision à 25 ans, puisque j'ai un grand projet que je vise et donc je sais quel est cet objectif que je veux atteindre dans le long terme. Non seulement la plupart des projets ne m'accélèrent pas pour cette vision à 25 ans, mais souvent, les opportunités, en fait, me feraient dévier de cette vision à 25 ans et donc me ralentiraient parce que le temps passé sur ce projet qui est en dehors de mon one thing à 25 ans, eh bien ce temps passé, eh bien c'est du temps perdu pour m'aider à atteindre ma vision plus vite. Donc, pour chacune des questions que je vous donne maintenant, eh bien, vous allez, donc je vous conseille de les noter, je vous mets dans les ressources de cette vidéo un lien pour télécharger la liste des questions et pour avoir la grille et pour pouvoir en fait l'utiliser quand vous en avez besoin. Et en fait, pour chacune des questions, on donne une réponse qui est en fait une note de 0 ou 1. Il n'y a pas de note de 1,5, ça n'existe pas. La réponse est oui ou non. Donc, vous ne pouvez pas répondre oui, en fait, ça ne m'aide pas à accélérer vers la vision de 25 ans, vers mon objectif à long terme, mais c'est quand même plutôt pas mal pour... Non. C'est soit ça accélère l'atteinte de mon objectif à long terme, ou bien non. Si c'est non, c'est 0 point. Si c'est oui, c'est 1 point. Et on va le faire pour les 10 questions. Donc, question numéro 2. Question numéro 2, eh bien, je me demande tout simplement, est-ce que ça sera fun ? Et c'est une question que j'ai héritée de mon mentor Jeff Walker. Jeff Walker est l'inventeur du concept du lancement orchestré, qui est une stratégie marketing pour générer 1 an de chiffre d'affaires en un temps très court, en l'espace d'une semaine très souvent. Et Jeff, pour moi, est un modèle de l'entrepreneur libre parce qu'il a fixé en fait les conditions dans lesquelles il veut travailler. Par exemple, c'est une des règles de Jeff qu'il ne rate jamais un jour de poudreuse. Donc, s'il vient de neiger, Jeff ne travaille pas. Son entreprise est organisée comme ça. Tous les jours où il vient de neiger, il est sur les pistes à skier. Et il vit en montagne. Donc, il est à ski en fait de très nombreux jours de l'année. Donc, cette question qu'il se pose, j'ai trouvé qu'elle était intéressante et je l'ai ajoutée à mon fil. Est-ce que ce projet sera fun? Est-ce que je vais m'amuser, m'éclater en faisant ce projet? Si la réponse est oui, je mets 1. Si la réponse est non, c'est un projet boulot, un peu banal, habituel, c'est business as usual ou alors ça va être ennuyeux, eh bien je mets 0. Il n'y a pas de -1. Vous ne pouvez pas mettre non, en plus ça sera vraiment chiant donc je mets -1. Non, c'est 0 ou 1, c'est binaire. Troisième question. Est-ce que ce projet va diminuer mon stress? Et donc, pour pouvoir répondre à cette question, vous devez connaître quelque chose d'important à votre propre sujet. C'est quelque chose qui m'a pris des années à comprendre et une fois que je l'ai compris, ma qualité de vie s'est améliorée de façon sidérante. Ma qualité de vie s'est améliorée quand j'ai découvert mes facteurs générateurs de stress. En fait, j'ai découvert qu'il y a un petit nombre de choses qui, si elles sont présentes dans ma vie, me créent du stress, de l'anxiété, des problèmes. Et si elles sont absentes de ma vie, eh bien, je me porte très très bien. Et donc, personnellement, je vais vous donner ma liste à moi. Je l'ai juste là, hors champ, pour ne pas l'oublier. Donc, voici mes facteurs générateurs de stress personnels. Ce ne sont pas forcément les mêmes pour vous. J'en ai 6. Premier facteur générateur de stress. Je déteste résoudre le même problème 2 fois. Donc, il y a un truc qui me sort par les oreilles. C'est quand j'ai résolu un problème, on a discuté d'un truc, on a fait une réunion de brainstorming qui a duré 3 heures pour trouver une solution. Et 2 mois plus tard, je discute avec la même personne et elle me dit « Bon, du coup, on fait quoi ?» Et je dis « Non, mais on en a déjà discuté, on a déjà choisi. » « Ah bon, quand ça? J'ai oublié. » Alors ça,
Clairement, il y a des gens avec qui j'ai arrêté de travailler juste à cause de ça, parce que c'est un truc que je ne supporte pas en fait. Je trouve que j'aime résoudre des problèmes, mais mon temps de cerveau a trop de valeur pour le passer à résoudre un problème que j'ai déjà résolu par le passé. Donc c'est mon facteur générateur de stress. Deuxième facteur générateur de stress pour moi, gérer la logistique. Donc tout ce qui est organiser des événements, organiser des expéditions de produits, organiser des déplacements, acheter des billets de train, des billets d'hôtel, etc. C'est un facteur générateur de stress, je déteste ça. Troisième facteur générateur de stress, écrire en ayant une date limite. Je ne supporte pas ça non plus. Et c'est un problème quand on écrit des livres, je peux vous le dire tout de suite. C'est la partie stressante pour moi d'écrire un livre. Quatrième facteur générateur de stress, c'est faire des choses sans être préparé. Débarquer comme ça et on me dit bon maintenant on va faire une interview, un truc, une présentation et j'ai pas eu le temps psychologiquement de me préparer, savoir un peu de quoi on va parler, quelle est l'audience, etc. Je ne supporte pas. Cinquième facteur générateur de stress pour moi, c'est d'être fatigué. Quand je suis fatigué, je suis irascible, donc il faut que j'ai mes nuits de sommeil complètes. Et sixième et dernier facteur générateur de stress de ma liste à moi, c'est passer du temps avec des personnes qui ne correspondent pas à notre profil du client idéal. Donc professionnellement, alors autant personnellement, ça ne me dérange absolument pas de rencontrer des gens de tout milieu et de tous horizons. Je fais partie d'associations ou de groupes de personnes qui sont très très hétéroclites, mais professionnellement, passer du temps avec quelqu'un qui ne correspond pas à mon client idéal et qui tombe même sous le coup de ma règle zéro emmerdeur, donc ça ne va pas. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que comme je connais mes facteurs générateurs de stress, eh bien, je me pose cette question et donc je regarde mes 6 facteurs concrètement et je me dis, est-ce que si je me lance dans ce projet, ça va diminuer mon stress? Et donc je cherche en fait à me lancer dans des projets qui diminuent mon stress. Pas juste des projets qui n'augmentent pas mon stress, mais des projets qui le diminuent. Comme ça, ma qualité de vie ne fait que s'améliorer. Donc je mets 1 si ce projet va m'aider à diminuer mon stress. Donc par exemple, imaginons embaucher une assistante administrative, ça permet d'éliminer le fait que je doive gérer de la logistique. Donc ça diminue mon stress. Donc je mettrai 1 pour ce projet dans cette case. Un autre projet qui ne changerait rien à mon niveau de vie, je mettrais 0. Et un autre projet qui augmente mon stress, je mettrais aussi 0. On ne met pas de -1, on met des 0 dans ce cas-là. Question numéro 4. Vais-je apprendre un savoir-faire qui restera utile toute ma vie? Cette question, on peut la formuler aussi différemment. Une variante de cette question, je la formule parfois comme question numéro 4. Est-ce un défi ou une tentation? Donc, c'est un défi si je vais y apprendre en fait une nouvelle compétence qui me restera toute ma vie. C'est une tentation si je vais juste utiliser les compétences que j'ai déjà. Et c'est un peu jouer la voie de la facilité, entre guillemets. Et ce n'est pas un problème, mais c'est juste que j'aime bien les projets où j'apprends une compétence, mais en plus une compétence qui me restera utile par la suite dans le cadre de mon projet à long terme. Donc, on est à la question numéro 4. On a 10 questions. Donc, accrochez-vous. Et évidemment, alors, j'ai un Mac ici avec la liste des questions dans l'ordre. Évidemment, il s'est verrouillé. Donc, voilà. Question suivante. Question 5. Est-ce que ça va me rapporter assez pour justifier le temps passé? Et donc, cette question, elle vous force à connaître la valeur de votre temps. Elle vous force à décider, mais en fait, combien est-ce que ça vaut une heure de ma présence, de mon travail, une journée? Combien est-ce que ça vaut une semaine? Combien est-ce que ça vaut un mois? La meilleure façon de déterminer ça, c'est de vous baser sur combien est-ce que vous gagnez actuellement par heure de travail et de multiplier ce chiffre par 5. Donc, si vous touchez, disons, 2500 € par mois en travaillant 35 heures par semaine, donc vous faites environ 140 heures de travail par semaine, vous touchez environ 2500 € par mois, j'aurais dû prendre un chiffre qui tombe juste, vous touchez 2800 € par mois net et vous travaillez 140 heures par semaine, eh bien, vous touchez net 20 € de l'heure. Ok? Donc maintenant, vous fixez une barre en disant « Je ne vais me lancer dans aucun projet qui ne tombe en dessous de… » Et là, vous fixez un multiplicateur. Soit vous dites en dessous de 20 € de l'heure, et là, dans ce cas-là, je dirais c'est bête. Enfin, votre vie ne va jamais évoluer si vous acceptez de faire des choses qui continuent tout le temps de vous rémunérer au même niveau que vous faites déjà. Donc, du coup, l'idée, c'est je veux en fait me lancer que dans des nouveaux projets qui multiplient ce que je touche par heure active de travail. Donc,
je suggère d'utiliser un facteur multiplicateur de 5. Si vous touchez 20 € par heure, comme dans mon exemple, eh bien, net, eh bien, vous ne vous lancez que dans un nouveau projet qui va rapporter au minimum 100 € de l'heure que vous allez y passer. Donc ça veut dire que si on vous soumet une opportunité qui va nécessiter 5 heures, eh bien, elle doit au moins vous rapporter 500 €. C'est aussi simple que ça. Donc, cette question-là, vous mettez 1 si ce projet va vous rapporter assez pour justifier le temps passé. Et petit à petit, vous allez mettre à jour ce chiffre. Pour moi, ce chiffre au départ était beaucoup plus faible. Aujourd'hui, ce chiffre est très très élevé parce que mon temps a beaucoup plus de valeur qu'il n'avait par le passé. Donc, vous mettez 1 si ce projet c'est sûr, va rapporter suffisamment. 0 si ce projet va rapporter moins que cette valeur par temps passé. Question numéro 6. Question numéro 6. Pour une entreprise de la taille de la mienne, est-ce que ce projet a du sens? C'est-à-dire que si vous êtes une TPE, le projet d'acheter de la publicité pour passer sur TF1 n'a pas vraiment de sens, d'accord? Vous n'avez pas les ressources financières pour vous permettre de balancer de l'argent comme ça dans un test. Et d'ailleurs, j'ai un de mes amis entrepreneurs qui s'est lancé dans un test comme ça. Allez, télé nationale, publicité, etc. Il a dépensé 50 000 € pour se lancer dans des pubs qui menaient vers son site internet et ça lui a rapporté très exactement 0 vente. Donc, question importante à se poser. Est-ce que ce projet a du sens pour une entreprise de la taille de la mienne pour éviter soit de faire des projets qui sont trop gagne-petits? Vous êtes une entreprise qui fait 1 million d'euros et on vous propose un super projet de faire des livres Kindle qui peut rapporter 70 € ce mois-ci. Ça ne vaut pas le coup. Ou alors, vous évitez de tomber dans un projet qui est trop grandiose et tomber dans une folie des grandeurs qui vous ferait en fait gaspiller votre temps ou votre ressource financière. Donc, est-ce que ça a du sens pour une entreprise de la taille de la mienne? Réponse oui, vous mettez 1 point. Réponse non, vous mettez 0. Question numéro 7. Est-ce que je vais gagner des ressources stratégiques pour mon entreprise à long terme? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ressource stratégique? Eh bien, c'est quelque chose dont je parle dans mon prochain livre. C'est quelque chose dont je parle aussi dans mon séminaire Entrepreneur Libre. Je vais vous donner rapidement la liste. Il y a 7 ressources stratégiques. Les ressources stratégiques, c'est les relations que vous avez avec vos clients, vos partenaires, apporteurs d'affaires. C'est la notoriété de votre entreprise sur le marché. Comment est-ce que vous êtes reconnu en tant qu'expert dans les médias ou dans les blogs et sur les supports de communication de votre marché. C'est votre compétence. C'est l'expertise et le savoir-faire que vous avez pour la création et la livraison de vos produits et de vos services. C'est votre liste, une liste de prospects, liste de clients. Est-ce que ça vous permet d'acquérir de nouveaux prospects ou de nouveaux clients dont vous aurez les coordonnées et que vous pourrez recontacter pour leur vendre vos produits et services? C'est votre offre, c'est-à-dire la façon dont vous présentez ce que vous avez à vendre. Et donc, est-ce que ça va vous permettre d'affiner votre offre et de mieux comprendre les besoins de vos prospects? C'est votre produit, c'est-à-dire la chose que vous vendez ou le service que vous vendez. Est-ce que ça vous permet d'acquérir un nouveau produit ou d'améliorer le produit que vous avez existant et que vous vendez à vos clients? Et enfin, la dernière ressource, c'est l'argent. Est-ce que ça va vous permettre d'acquérir une source de revenus à long terme pour votre entreprise? Eh bien, donc cette question-là, si la réponse est oui, ce projet va me permettre d'acquérir des ressources parmi les 7 que Sébastien vient de citer sur le long terme, eh bien, je mets 1. Si la réponse est non, c'est un projet qui va juste rapporter un peu d'argent là tout de suite, mais qui ne va pas m'amener une notoriété dans la presse, qui ne va pas m'amener une compétence supplémentaire, qui ne va pas m'amener des relations avec des partenaires, qui ne va pas me créer une liste de prospects, qui ne va pas me permettre d'améliorer l'offre que je fais à mes clients, qui ne va pas me donner un nouveau produit à vendre et qui ne va pas rapporter une source de revenus dans le long terme. Donc si la réponse est non, ça ne m'apporte pas une ressource quelconque sur le long terme, eh bien vous mettez 0. Ça nous amène à la question 8. Question 8. Si je laisse tomber ce projet, est-ce que je le regretterai dans 25 ans? Je reprends la question. Si aujourd'hui je laisse tomber le projet, eh bien dans 25 ans, est-ce que déjà je vais me souvenir que j'avais eu cette opportunité, probablement non. Et est-ce que je regretterai de l'avoir laissé de côté? Et c'est très rare en fait les occasions où on se dit dans 25 ans je me souviendrai de ce jour et si je n'ai pas saisi cette opportunité, je la regretterai. C'est très très rare. Donc ça existe mais c'est rare et donc ça vaut la peine de se poser sincèrement la question. Quelquefois il y a des projets où je me dis mais non parce qu'en fait de toute façon
dans 25 ans, j'aurais oublié que cette opportunité existait. Donc, dans ce cas-là, je mets 0. Ou dans 25 ans, je m'en souviendrai peut-être, mais de toute façon, je suis déjà parti pour avoir le résultat avec ou sans ce projet. Donc, dans 25 ans, je ne regretterai pas d'avoir fait ce projet. Dans ce cas-là, je mets 0. Par contre, si vous êtes convaincu que dans 25 ans, vous vous souviendrez du jour d'aujourd'hui et vous regretteriez de ne pas avoir saisi cette chance, dans ce cas-là, vous mettez 1. Il ne reste plus que 2 questions. Nous sommes à la 8e. La 9e question, c'est la suivante. Ai-je accès à une personne qui l'a déjà fait? Et cette question est en 2 parties. Est-ce que j'ai accès à quelqu'un qui l'a déjà fait? Et si oui, est-ce que cette personne est d'accord que le projet vaut le coup? Donc, si vous n'avez pas accès à quelqu'un qui a déjà fait un projet similaire à celui-ci, eh bien, vous mettez 0. Et il faut absolument que vous trouviez quelqu'un qui a déjà accès. Et avant même de finir et d'évaluer, je vous recommande vivement de trouver quelqu'un qui a déjà fait quelque chose de similaire. Alors, vous allez me dire, oui, mais Sébastien, c'est un projet révolutionnaire. Je veux faire une maison d'édition spécialement pour les livres écrits par des cosmonautes et on vendra les livres dans les musées sur Mars. Et c'est donc complètement nouveau. Je vous dirais, d'accord, mais est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont créé des maisons d'édition avant vous? Probablement que oui. Est-ce que c'est possible de trouver une de ces personnes et de lui demander ses retours? Certainement oui, parce qu'en fait, il y a des petites maisons d'édition avec des personnes extrêmement accessibles. En invité sur mes derniers séminaires entrepreneurs libres, il y a eu Brian Kurtz qui est aux États-Unis et qui a été dans l'édition pendant plus de 30 ans. C'est quelqu'un d'extrêmement accessible. Vous allez sur son site briankurtz.me. Si vous parlez anglais, Brian y répond à tous les emails qu'il reçoit. C'est pas compliqué de lui poser une question sur le monde de l'édition. Parmi les autres intervenants que j'ai eu sur mes séminaires, Sergio Lobari, cofondateur de Aska Édition, c'est quelqu'un aussi de très accessible. Vous allez sur son site, vous trouvez son contact, vous envoyez un mail, vous posez votre question, il va vous répondre. Donc, dans tous les secteurs, quelle que soit votre idée soi-disant révolutionnaire, quelqu'un a déjà fait quelque chose de similaire. Si personne n'a jamais rien fait de similaire, eh bien, je peux vous garantir quelque chose, vous allez vous planter. Et vous allez vous planter non pas parce que vous essayez quelque chose d'unique, mais parce que vous êtes trop orgueilleux pour voir que dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un a déjà essayé ce que vous voulez faire d'une façon différente, dans une autre époque, sur un autre média, et vous pourriez retirer beaucoup de sa sagesse. Et parce que vous êtes trop orgueilleux pour le reconnaître, vous allez vous planter. Donc, vous devez trouver accès et oser poser la question à quelqu'un qui a déjà fait quelque chose de similaire à ce que vous voulez. Et la question, c'est tout simplement d'écrire en quelques mots votre projet et savoir si cette personne pense que ce projet en vaut la peine, si cette personne pense que ça vaut 9 sur 10 ou 10 sur 10 comme idée. Et si la réponse est oui, vous mettez 1. Si la réponse est non, j'ai pas accès, ou non, j'ai accès mais j'ai pas posé la question, ou non, j'ai accès, j'ai posé la question et cette personne m'a dit, écoute, j'ai fait exactement ce que tu veux faire, ce projet, et c'était la pire idée de ma vie, j'ai failli me suicider, ma femme m'a quitté, mes enfants sont maintenant en prison, vous mettez 0, d'accord? Donc, si cette personne a fait ce que vous voulez faire et qu'elle vous dit c'est une mauvaise idée, vous mettez 0. Donc, nous arrivons maintenant à la 10e et dernière question. Cette 10e et dernière question, c'est vous regardez ce que vous avez mis jusqu'à maintenant comme note, les 1 et les 0, vous les additionnez, et maintenant la réponse, c'est, après tout cela, est-ce que votre réponse finale, c'est génial, je fonce? Ou bien non, pas question. Donc, la 10e question, c'est le choix final en fait. C'est la somme que vous avez jusqu'à maintenant. Si c'est 2, 3, 4, 5, 6 même, ça veut dire qu'il vaut mieux dire non, pas question. C'est intéressant sur le papier, mais ça ne remplit pas suffisamment de mes critères pour me lancer dans ce projet. Si vous avez une note de 8, de 9, de 10 sur 10, eh bien ce projet-là, il vaut considération et vous pouvez passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, si vous n'avez pas encore fait, c'est d'écrire la fiche impact de ce projet. Merci d'avoir suivi cet épisode. Savez-vous que je publie mes conseils plusieurs fois par semaine au format audio? J'ai un podcast. Si vous allez sur entrepreneurlibre.com maintenant, entrepreneurlibre.com/podcast, vous pouvez écouter mes épisodes en audio et y accéder en voiture, en transport, en faisant de la gym, en passant le balai. Et ça vous permet de devenir un entrepreneur libre en consommant un minimum de temps pour avoir un maximum de conseils. entrepreneurlibre.com/podcast.